On travaille sur des projets de design urbain, de recherche, mais aussi de scénographie. De recherche aussi pour faire le lien aussi avec des sujets qui ont été abordés ce matin. On travaille par exemple avec l'UNO des CAU Rhône-Alpes sur l'intégration des trains verts et bleus en milieu urbain. Mais ça va aussi sur des sujets assez éloignés, comme par exemple la mobilité des objets connectés ou encore l'utilisation des énergies renouvelables dans un contexte local. Pour vous donner aussi, pour partager avec vous quelques points d'étape, en tout cas dans mon parcours. Après des études en fait, à l'ESSAD de Reims et à l'ENSI des Ateliers, j'ai débuté mon activité autour d'un projet de recherche qui s'appelle l'Étopie. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce projet il a commencé en 2009 lors de mon diplôme et il s'est développé depuis, donc à travers une bonne série de projets, une douzaine environ, qui comptent en fait des objets et différents dispositifs. Le point de départ de ce projet, alors je vais essayer d'être concise, ça a été en fait une réaction face à une notion, l'habitable. On entend beaucoup aujourd'hui cette notion d'habitable reprise par les designers, les architectes, mais aussi les pédagogistes, qui aurait comme pour mission de rendre le monde habitable, de contribuer à l'habitabilité du monde. Et quand j'étais étudiante, je trouvais que c'était un très beau projet, très vertueux, plein d'utopie et en même temps qui donnait envie de s'engager en fait dans cette belle mission. Et puis à un moment, je me suis demandé, mais au fond, c'est quoi l'habitable en fait? Et donc j'ai dédié mon mémoire de fin d'études à cette notion, à essayer de décrypter ce que voulait dire l'habitabilité. Et donc j'ai retracé l'histoire de cette notion. En fait, c'est une notion qui a été créée, en fait, il y a un mot qui a été créé au tout début du XIXe siècle et qui, désignait et utilisait dans un premier temps pour parler de la thèse de la pluralité des mondes, donc c'est-à-dire la possibilité d'habiter d'autres planètes. Et puis, en fait, cette notion m'a amené à voyager dans différentes disciplines, donc l'astronomie, l'aéronautique, l'urbanisme, puis l'architecture. Et puis, plus j'avançais dans cette recherche, plus je me rendais compte en fait que plus j'avançais, plus je me rendais compte en fait que cette vision de l'habitable était un peu fantasmée, puisqu'en fait rendre habitable un lieu, c'est en fait le rendre conforme à des normes, tendre vers un habitat standard, aller parfois jusqu'à contraindre certaines manières d'habiter à un même mode d'habiter. On peut retrouver d'ailleurs dans la littérature les sciences de l'habitabilité qui se sont développées au milieu des années 60. Et puis jusqu'à en fait créer des espaces qui sont complètement déconnectés de leur milieu, comme aujourd'hui on peut voir les îles artificielles par exemple, comme en exemple parmi nous. Et c'est un peu finalement là que démarre le projet d'Étopique, où je me dis, bon, moi en tant que designer, comment j'ai envie de participer à l'habitabilité du monde, mais sous une autre manière et surtout avec des projets en fait concrets. Ce projet d'Étopique, en fait, il part en fait donc de cette envie. Et le point de départ, c'est aussi de dire comment aujourd'hui on peut imaginer des dispositifs qui vont tirer parti des flux naturels comme le vent, la lumière, l'eau, évidemment, et qui en proposent un usage. Tous ces dispositifs-là, en fait, ont été imaginés aussi pour se dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles typologies d'objets urbains qui tireraient parti de ces flux pour répondre aussi à un usage, à une fonction bien précise. Le cadre au départ que je me suis fixé était d'imaginer des objets qui permettent de capter, filtrer, stocker et redistribuer. On verra que le cadre c'est à plus ou moins, on va dire, élargi et transformé, a été transformé. Topique, en fait, j'ai utilisé ce mot puisqu'il vient de topos relatif à un lieu donné.
dans ma recherche sur l'habitabilité, je m'étais rendu compte à quel point les utopies hygiénistes et aujourd'hui écologistes avaient impacté et impacté en fait cette notion de l'habitabilité. Et je voulais justement à l'inverse en fait partir du lieu. Donc j'avais enlevé le U de utopie. Et l'enjeu de cette recherche, c'était aussi d'observer et de comprendre les conditions minimales en fait, d'un système dans lequel il y a des échanges, de la vie, des flux, et de voir comment, en introduisant un objet dans un lieu spécifique, avec ses propres caractéristiques, son climat, sa topographie, ses usages, son histoire, comment cette situation va progressivement se mettre en marche, mais de manière autonome. Donc les images que vous avez au-dessus, c'est en gros, sur cette slide, je regroupe une grande partie en fait, des topics qui ont été réalisés depuis 8-9 ans. Donc c'est environ une douzaine de projets. Certains sont sous la forme de prototypes, d'autres plutôt d'intention. Et aujourd'hui, je vais préparer une présentation plutôt avec un ordre chronologique en fait, pour aussi montrer l'évolution qui tend vers aussi des réalisations plus pérennes. Le premier projet s'intitule Topic Home et il porte en fait sur la gestion des eaux pluviales à Paris. En fait, le point de départ, c'était j'ai commencé à étudier et à comprendre l'histoire des réseaux hydrauliques à Paris, notamment le réseau des réseaux usés. Et je comprends en fait qu'il a été décidé d'opter pour un réseau unitaire. Ici j'ai documenté unitaire. Et par rapport à cette infrastructure, en fait, surtout dans une ville comme Paris, évidemment il est impossible en fait, de mettre en place un réseau séparatif. Donc je me suis dit, finalement par rapport à ce contexte-là aujourd'hui, comment en fait on pourrait récupérer ces eaux pluviales directement sur le lieu même où elles arrivent en apportant une fonction. Et donc j'ai décidé en fait de concevoir une fontaine qui serait déconnectée du réseau hydraulique et à l'inverse connectée au lieu. Cette déconnexion en fait, du réseau hydraulique, il fallait aussi la faire comprendre en fait. Et puisque je ne pouvais pas proposer une fontaine qui utilise l'eau de pluie et la transforme avec un élément posé au sol. Donc il y avait un enjeu aussi de design, de forme, pour traduire cette déconnexion. Le parti pris a été en fait d'imaginer quelque chose un dispositif qui va se greffer à un arbre ou à un lampadaire et qui va pouvoir en fait récupérer et traiter cette eau de pluie en 4 parties. Donc une première partie qui était un entonnoir pour récupérer l'eau, dont les dimensions avaient été calculées en fonction de la pluviométrie moyenne à Paris. Ensuite une poche en élastomère souple qui avait la capacité de stocker cette eau de pluie et qui pouvait en même temps renseigner le passant, le citadin, finalement du volume d'eau récupéré par la fontaine. Ensuite une armoire à filtre. Bon, là j'avais travaillé avec une entreprise à côté de Nantes qui commercialisait des filtres. J'utilisais un principe de filtration gravitaire pour assainir l'eau. Et ensuite un robinet, en fait, sous la forme de céramique et d'inox pour redistribuer cette eau potable à boire. Alors évidemment, quand on connaît la législation en France sur l'usage de l'eau de pluie, on dit c'est pas possible. Mais un des enjeux en tout cas du design, il est pour moi aussi de donner forme en fait, à des usages possibles. Parfois, en fait, et beaucoup dans le cadre de l'eau, il y a des réglementations en fait, qui brident en fait, les usages alors que les moyens techniques existent. En fait. Et donc l'objet de ce projet-là, c'était aussi, mais comme les topics, c'était aussi de montrer les possibles et de leur donner une forme et de les raccorder à des usages. On met une autre image. Mais pour autant, donc, ce projet-là, c'est des images 3D, des rendus, ça a été aussi important pour initier en fait, cette recherche des topics et je reviendrai, mais d'une autre manière, quelques années plus tard, sur cette problématique des eaux pluviales. Juste après ce projet, je suis invitée en fait, dans un centre d'art au Japon, au CCA Kitakyushu, pendant 4 mois pour faire une recherche. Je suis très libre et je décide de dédier ce temps
de recherche au développement de cette recherche topique. Sur place, finalement, j'ai peu de moyens, mais j'ai surtout du temps. Et je vais dédier ces 4 mois à l'identification en fait, de sujets potentiels de topiques, c'est-à-dire comment favoriser comment, par exemple, utiliser le vent pour ramasser les feuilles, comment lutter contre la l'imperméabilisation des sols. Et en fait, ce que je vais faire, je vais juste associer en fait, un lieu, par exemple, une problématique et une réponse, un principe, par exemple physique, une forme. Ici, par exemple, je m'étais dit, on a, surtout au Japon, là où j'étais, on avait beaucoup de murs aveugles. On avait la problématique, par exemple, des îlots de chaleur, et j'avais associé avec de la peinture thermochromique. Donc, pourquoi ne pas utiliser des murs aveugles pour donner une information sur la température au citadin, par exemple. Bon, beaucoup de choses. Je ne vais pas vous tous vous les détailler, mais c'était important, c'était assez important, oui, pour constituer des bases en fait, de cette recherche que je vais ensuite développer à mon retour. Et à mon retour, en fait, je décide de développer un des projets, Topic Feuille, qui part en fait de cette observation de ces machines relativement bruyantes qui sont utilisées pour ramasser les feuilles, et où parfois on peut s'interroger sur le rapport entre les moyens utilisés et puis le résultat. Et donc, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire participer le vent à ce travail de ramassage des feuilles? Et donc, j'ai imaginé un objet qui suspend un arbre, qui est en fait un collecteur de feuilles, qui fonctionne au vent, qui est composé de 2 parties. Donc, on a une première partie qui est en fait un contenant qui contient une résine naturelle, et puis cette résine va couler le long du filet, il va le transformer un peu comme un gros scotch à mouche, quoi, un filet à feuilles, quoi. Et il va permettre en fait de récupérer des feuilles avec le vent. Évidemment, on n'est pas complètement, on ne va pas ramasser toutes les feuilles, et c'est pour ça que j'avais rajouté une fonction complémentaire, c'est-à-dire de pouvoir ramasser le reste des feuilles qu'il y a autour pour les stocker sous le filet en attente pour faire du paillage ou du compost. Donc, vous verrez tout au long de cette recherche, il y a des projets, on va dire, qui se sont pour l'instant arrêtés au stade du prototype, et puis d'autres en fait qui tendent vers des réponses aussi beaucoup plus utilitaires et qui tendent vers des réalisations pérennes. En 2012, je suis invitée en fait par l'association Jardin des Cimes à concevoir. Alors, Jardin des Cimes, c'est un jardin en Haute-Savoie, conçu par d'ailleurs Bruno Marmioni. C'est marrant parce que je ne connaissais pas à l'époque. Donc c'est un jardin de 3 hectares façon Mont Blanc. Il y a la flore en montagne, les différents types de végétation. Ce jardin il est géré par une association et une entreprise de réinsertion professionnelle par le travail dans les métiers du paysage. Et dans le cadre d'une résidence, ils m'invitent à réfléchir et à concevoir un moyen d'irriguer leur potager qui était situé en contrebas. Moi, alors, ça c'est un des premiers projets in situ, avec un très petit budget, mais en même temps la possibilité de travailler avec des jardiniers, l'atelier des tentes de prototypage 2 secondes qui était à côté, donc c'était beaucoup de bricolage, mais en même temps super intéressant. Et ma réponse, en tout cas par rapport à ce contexte-là, je me suis dit, bon, on a un jardin très en pente, pourquoi ne pas imaginer en fait un petit réseau d'irrigation qui fonctionnerait avec la gravité en fait. Donc c'est ce que j'ai proposé, et ce réseau en fait il est constitué donc, de plusieurs parties. On a un collecteur en haut à gauche qui va récupérer cette eau, ensuite un tuyau et puis des éléments en grès qui vont redistribuer cette eau sous différentes formes. Parce
qu'en fait, à l'époque, bon, en 2012, c'est pas très vieux, mais il n'y avait pas beaucoup de dispositifs en fait, qui permettaient, de récupération de flux qui permettaient de. Enfin, on récupérait l'eau à un endroit, mais on n'avait pas de dispositif qui permettait de l'amener en fait, sur la parcelle où on en avait vraiment besoin. Et donc là, une photo de la réalisation, donc là, le récupérateur d'eau paraît tout petit, mais en fait, il faisait quand même 3 mètres de diamètre. Donc ça, je vous parlais de l'atelier des temps de prototypage des 32 secondes Décathlon. Là, on avait réalisé ça à partir de textiles et de fils d'armature en fil de verre qui sont utilisés dans les 32 secondes pour réaliser cet élément. Il permettait en fait de récupérer plusieurs centaines de litres d'eau par mois. Donc ça, tout ça, ça avait été calculé pour approvisionner en eau le potager. Et puis on avait à la base de cet élément-là un répartiteur qui permettait de faire l'eau dans les tuyaux. Des tuyaux qui prenaient part aussi à la scénographie, puisque c'était un outil de médiation en fait, à destination du public visitant le jardin. Et ce tuyau, il était aussi assez important. Moi, je voulais faire en sorte que dans ce tuyau, on puisse évidemment acheminer l'eau, mais aussi la stocker. Et donc, on allait chercher en géothermie, en fait, des tuyaux avec un diamètre beaucoup plus important pour pouvoir justement stocker cette eau. Et puis, à l'extrémité du réseau, on avait des éléments qui avaient été réalisés pour le projet par une céramiste, des éléments en grès qui redistribuaient cette eau sous différentes formes. Donc, ici, sous forme de pluie pour des semis. Dans un autre endroit, on avait un petit bassin, puisqu'on avait un jardin pédagogique à proximité, et il y avait des ateliers qui étaient organisés avec les enfants pour les sensibiliser à l'usage de l'eau de pluie. Et puis des pièces en fait, plantées dans le sol et qui permettaient d'infuser l'eau pour des plants de maïs ou d'autres projets. Donc premier projet in situ qui a été testé pendant plusieurs mois. Avec du recul, évidemment, je vois il y a plein de choses à modifier et surtout à l'usage, on se rend compte qu'il y aurait plein de choses à faire évoluer. Mais bon, là, c'était déjà une première on va dire, expérimentation à échelle 1 et réelle. L'année suivante, donc en 2013, j'ai été invitée donc, par une association qui s'appelle Voyons Voir à Aix-en-Provence pour cette fois-ci participer à une exposition autour de l'eau à la Bastide du Géja de Bouffan, donc, qui est l'ancienne maison de Cézanne. Donc il fallait produire un dispositif qui invite les gens aussi à interagir avec lui. Et très rapidement, en fait, je me suis dit, bon, Aix-en-Provence a une histoire très riche, en fait, avec les dispositifs hydrauliques, et notamment les fontaines. Et je me suis demandé comment, en fait, finalement, proposer des fontaines qui seraient déconnectées du réseau et qui, à l'inverse, inviteraient les usagers, en fait, à participer à son fonctionnement. Et donc, Topico-Vive, en fait, c'est finalement une fontaine à énergie musculaire. Le principe il est très rudimentaire. On a un bassin qui est rempli d'eau avec des éléments colorés. Ce bassin est connecté à 5 pompes à air en fait. Et le visiteur donc, a la possibilité d'actionner la pompe, de propulser l'air dans le bassin et de créer une sorte de déplacement en fait, de matière à la surface du bassin. Donc évidemment selon le nombre et l'emplacement des personnes qui utilisent le dispositif, le mouvement de l'eau varie. Et puis en fait alors c'est pareil, ça c'était un projet très rudimentaire, j'étais allée chercher plutôt un abreuvoir, le bassin en fait c'est un abreuvoir agricole, des pompes à air pour gonfler les matelas. Et puis juste des tuyaux et des éléments colorés. Mais finalement, avec peu de choses, c'était aussi de dire finalement comment on pourrait démultiplier ou imaginer l'usage de l'énergie musculaire dans les dispositifs en fait. Là, c'est un jeu, mais on pourrait l'imaginer pour beaucoup d'autres choses. Alors, le projet ici, je vous parlais tout à l'heure de ce premier
ce premier projet, pardon, de cette fontaine. Je voulais y revenir en fait, sur cette eau de pluie, sur ces eaux de pluie, et j'avais envie en fait de développer, de concevoir en fait un dispositif qui permettrait d'utiliser cette eau dans l'espace public. Je voyais bien que la législation ne permettait pas de répondre à des usages comme celui de boire l'eau, mais peut-être qu'il y avait un moyen d'adresser en fait des enjeux peut-être plus simples. Et donc, ce projet d'Etopic, en fait, les premières années, je répondais beaucoup à des appels à candidature, des appels d'offres pour réussir à développer en fait, ce projet. Et en 2014, en fait, Nice Design, donc une association de promotion du design à l'échelle de la métropole, propose un appel à candidature, en fait. Comment penser la pause en ville? Comment on peut faire une pause en ville? Et donc je me dis, finalement, peut-être que ce temps de pause, en fait, c'est peut-être l'occasion de regarder autrement les ressources. Et mon objectif aussi, c'est de me dire comment on peut utiliser cette eau de pluie dans l'espace public. Et donc je propose en fait un miroir d'eau ciel, alimenté à l'eau de pluie. Finalement, un peu le miroir d'eau de Bordeaux, mais en version autonome, mobile, qui peut être déplacé, du moins, dans la ville. J'ai la possibilité, donc le projet est très sélectionné, j'ai la possibilité de travailler avec des étudiants de points à la fabrication d'une première maquette échelin avec des matériaux de récupération. C'est encore assez rudimentaire. Et puis le projet est sélectionné, et donc je décroche une bourse pour réaliser ce projet, mais avec en métal, avec un vrai prototype. Le projet est présenté en 2015 à la Biennale de Saint-Étienne de design. Et pour vous expliquer un peu le principe, on a un élément qui va récupérer l'eau, un tuyau, une vanne, et puis ce nuage noir qu'on voit, c'est en réalité du caoutchouc qui est hydrophobe, et qui fait que quand l'eau arrive sur cette surface, ça va créer des flaques qui vont refléter le ciel. Donc je vous disais tout à l'heure, essayer de trouver un usage peut-être moins frontal que boire l'eau. Ici, en fait, c'était de dire comment en fait, on peut proposer un dispositif à valeur plutôt contemplative dans la ville. Donc ce projet, ça a été la possibilité de le réaliser et de l'installer dans l'espace public. C'était aussi la dure confrontation à l'espace public et à toutes les déconvenues. Bon, ça permet d'apprendre en fait au fur et à mesure. Et voilà, donc ça c'est une étape importante. Je vous parlais de l'eau, évidemment, de l'air, mais aussi de la lumière. L'eau prend une place particulièrement importante dans cette recherche, mais de temps en temps, la lumière refait son apparition. C'était le cas avec cet autre projet qui s'appelle Topic Soleil. En fait, depuis ma résidence au Japon, quand je faisais des recherches, en fait, j'avais découvert un type de cadran solaire, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle un cadran solaire analématique, qui signifie en fait que le cadran n'a pas d'aiguille, mais il utilise l'ombre du corps pour donner l'heure. Et quand j'avais découvert cette typologie de cadran, je m'étais dit, mais c'est quand même super parce que en fait, ça incarne littéralement cet équilibre finalement entre un flux et le corps. Et je me suis dit, il faut absolument que je le retravaille. Et dans ce cas, dans l'espace public, en fait, comment intégrer ça dans la vie. Et donc ça a découlé sur ça a donné lieu à la réalisation en fait de ce cadran solaire qui est en fait composé d'un diagramme au sol et puis d'une ceinture. Donc la ceinture en fait elle est fixée à un lampadaire. Un lampadaire finalement c'est l'élément qui permet de donner la lumière la nuit. Donc pourquoi ne pas l'utiliser en fait le jour pour conférer une autre fonction. Cette ceinture en fait elle permet
elle permet en fait au corps et à l'usager en fait d'utiliser le cadran de cette manière-là. Donc on a au sol en fait un diagramme et vous avez en utilisant l'heure solaire en fait. Et je vous disais tout à l'heure, finalement les topics, il y a des projets plus de l'expérimentation et parfois ils tendent vers des projets plus utilitaires, mais il y en a aussi d'autres qui qui amènent à s'interroger peut-être sur l'utilisation d'une ressource. Voilà. Et en fait, alors qu'aujourd'hui on est tous avec nos téléphones portables et l'heure sur soi, je trouvais ça assez intéressant finalement de se dire peut-être que se reconnecter à l'heure solaire finalement c'est une autre manière de percevoir. Après cette petite intermède là sur le soleil, je reviens sur l'eau. Ces projets, à chaque fois, c'est des rencontres, c'est des invitations ou c'est des réponses à des candidatures. Et quelques années plus tard, c'était en 2014, le domaine de Chamarande, donc un domaine en Essonne, qui a un domaine de plus de 90 hectares avec un château du XVIIIe siècle. En fait, tous les étés, l'équipe en fait, qui gère le domaine organise des expositions qui invitent des artistes, des architectes, des designers, des paysagistes et qui tous développent un travail sur les liens entre art et environnement, pour faire très, très large. Et donc on m'invite à proposer quelque chose, à faire une proposition. Et donc je commence toujours, d'ailleurs toujours tous les projets quand ils sont reliés à un lieu, je commence par étudier en fait l'histoire d'un lieu, à essayer de voir sur quoi je peux prendre appui finalement pour faire perdurer quelque part les spécificités du lieu à travers un dispositif. Et ici, donc le domaine de Chamarande a une histoire particulière avec les réseaux hydrauliques, avec des pierrets, on a un canal, on avait même une ancienne glacière. Et on a aussi un plan de gestion différencié en fait, dans le domaine. Et je propose en fait à partir de ça une petite fabrique potagère autonome qui va rejouer à échelle réduite en fait ce qui peut se produire dans la nature, en fait, dans l'environnement. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre au point en fait un réseau qui mette en place et qui rende visible surtout une relation réciproque entre les humains, donc les visiteurs du parc, et les insectes. Donc en fait, Topic Insectes, en fait, c'est mettre en lien le canal, inviter les visiteurs en fait, à pomper l'eau du canal pour les amener dans une citerne. Cette citerne peut être utilisée par les jardiniers pour alimenter ici au centre une plantation en fait. Donc là, je vais vous montrer de l'association des 3 plantes maïs, courge, haricots pour raconter aussi cette réciprocité entre les plantes. Et autour de cette plantation, en fait, j'avais une prairie fleurie dont les plantes étaient choisies pour attirer les insectes pollinisateurs et pour protéger en retour en fait, les cultures. Donc le canal, tout ça mis en forme, une pompe, l'eau qui arrivait dans la citerne, la canalisation en bambou qui permettait d'alimenter en eau la culture potagère, et puis autour la prairie fleurie. En plus en fait, de ce projet, j'avais contacté en fait, le Muséum d'Histoire Naturelle qui fait beaucoup de programmes de recherche et qui a un programme de recherche qui s'appelle SPIPOL, je ne sais pas si certains connaissent, qui a pour objectif en fait, de répertorier les insectes pollinisateurs sur le territoire français avec l'aide en fait, de n'importe quel citoyen. Le protocole est assez simple, il suffit en fait, de photographier un insecte sur une fleur et d'envoyer en fait, cette photo à la base de données et ensuite cette base de données sera analysée par des chercheurs. Et donc en fait en plus, pour rajouter en fait, un autre maillon à ce petit écosystème, les visiteurs en fait, du parc avaient la possibilité de contribuer en fait, à leur manière, à leur petite échelle, à ce programme de recherche. Voilà, et puis voilà. Et puis pour alors
toujours un peu frustrant parce que ces projets, là par exemple, ça a été mis en place 6 mois. Et moi j'aimerais bien à un moment, cette époque-là, faire en sorte en fait que ça ne reste pas en fait que des installations, que ça ait vraiment un impact en fait dans la vraie vie, quoi, et que ça ne soit pas simplement une exposition. Et depuis plusieurs années, je m'étais intéressée en fait à un peu une spécificité à Paris qui est le réseau d'eau non potable. Je ne sais pas si je peux ce réseau en fait d'eau non potable, c'est un réseau qui a été mis en place, conçu au milieu du 19e siècle, en même temps que le réseau d'eau potable. Et en fait, je commence à m'y intéresser en 2012, lors d'une restitution en fait, de la Cure, l'urbanisme parisien, sur le devenir de ce réseau. Je comprends en fait que ce réseau, il a été menacé d'abandon pendant 3 décennies, parce que sous-utilisé, parce que vétuste, peu rénové. Et alors ce réseau, pour vous dire, en fait, il extrait de l'eau du canal de Vaud, de la Seine, et ensuite l'eau est ensuite acheminée vers 3 usines où l'eau est dégrillée, donc elle passe à travers une grille de 3 mm pour enlever les matières en suspension, elle va du coup traiter, et elle va rejoindre en fait la voirie pour nettoyer la voirie et alimenter les espaces verts en eau. Enfin, ça c'était l'intention de départ. Ce réseau est encore utilisé aujourd'hui pour nettoyer la voirie. L'alimentation en espace vert a beaucoup diminué pour plein de raisons, surtout par rapport au fait que dans les années 90, il y a l'arrivée de nouveaux dispositifs d'irrigation qui nécessitent une eau plus filtrée. Et donc voilà. Et donc quand j'ai découvert en fait ce sujet, et puis j'ai lu aussi les études de la Cure qui sont disponibles d'ailleurs en ligne, je me suis rendu compte en fait que l'enjeu aujourd'hui pour ce réseau, qui quand même permet de proposer une eau qui nécessite beaucoup moins d'énergie et qui est beaucoup moins chère à produire, l'enjeu c'est vraiment d'imaginer de nouveaux usages à cette eau. Puisque en fait aujourd'hui c'est majoritairement en fait, les services de la ville qui l'utilisent. Sauf qu'en fait, les études disent qu'il faudrait consommer beaucoup plus d'eau pour que finalement l'équilibre financier soit atteint. Donc, on ne va pas demander aux services de la ville de consommer 2 fois plus d'eau, mais par contre, on peut identifier de nouveaux usagers. Et c'est là où, en fait, moi, je crois vraiment que une des missions du design, elle est là, en fait. C'est-à-dire d'identifier des usages et de leur donner une forme qui puisse être comprise et utilisable par n'importe qui. Et donc, grâce à une bourse, justement les Audit Talents Awards que j'ai remporté en 2015, j'ai eu la possibilité en fait de développer cette recherche pendant 1 an. Et donc, ça a donné lieu en fait à 3 dispositifs. Le premier, c'était comment utiliser cette eau non potable dans les jardins collectifs. Deuxième, donc là, on a répondu avec un bassin de phytoépuration, je vais le détailler ensuite. Deuxième enjeu, comment proposer, utiliser cette eau dans les parties communes d'immeubles pour nettoyer. Et le troisième projet portait sur l'utilisation de cette eau non potable pour rafraîchir l'espace public. Et donc cette bourse a permis de développer des projets, des prototypes dont l'objectif était aussi de les tester ensuite. Premier projet, donc utiliser cette eau dans les jardins collectifs. Ici, on a travaillé en fait sur un bassin de phytoépuration, donc là, en collaboration avec une entreprise qui un bureau d'études en fait sur la phytoépuration, qui là a proposé en général la phytoépuration c'est sur des surfaces beaucoup plus importantes, donc là on a essayé d'adapter à une échelle réduite. Cette eau est donc épurée et ensuite passe dans un second bassin où attendent les champs de fleurs. Alors, je vous invite d'ailleurs à apporter. Je me suis dit que c'était quand même mieux de. Alors, champs de fleurs, je pense que c'est présenté dans la publication Jardin et eau.
Attendez, je pose ça. Champ de fleurs, donc pour ceux qui... En fait, vous m'entendez tout ça, non? Pour ceux qui ne connaissent pas en fait cet objet, c'est l'ancêtre de l'arrosoir. Et cet objet, en fait, depuis le Moyen-Âge, il est réalisé en terre cuite. Quand j'ai découvert cet objet, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a intéressé tout de suite, enfin, c'est pas celui-là, c'est celui qui est dessiné, mais le principe, c'est finalement d'avoir un objet avec des trous sur la partie basse, un trou en haut, et par un peu comme sur comme fonctionne une paille, en fait, quand on bouche la sortie d'air, en fait, l'eau ne sort pas. Sur ce principe-là, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'était finalement un remplissage par le fond, en fait. Et ça a été un enjeu dans tout ce projet sur le réseau d'eau non potable de Paris, c'est de faire de faire comprendre aux gens que cette eau en fait ne doit pas être portée à la bouche, on ne doit pas boire de l'eau potable. Donc en fait il y avait un enjeu de design de faire comprendre que c'est une eau qui vient de la Seine, qui vient du fond, qui vient du bas en fait. Et donc tous les dispositifs en fait se remplissent par le fond. C'est pour ça en fait que j'ai réutilisé en fait cet objet en fait, mais en le redessinant. Et cette fois-ci en plastique, pour avoir un objet qui soit plus durable, plus résistant, qui puisse permettre, enfin qui ne se casse pas, qui puisse aussi s'adresser aussi bien à des enfants qu'à des personnes âgées. Voilà, en gros, je vous explique qu'il y a des trous ici, il y a un trou là, vous immergez, vous bloquez vous immergez, l'eau monte, vous bloquez la sortie d'air, et puis après vous allez arroser avec votre pouce en fait. Ah oui, bien sûr. Ça, je passe rapidement. Deuxième projet, la borne de nettoyage pour les parties communes d'immeubles. En fait, à Paris, pas beaucoup de gens quand même connaissent la présence de ce réseau. On voit de l'eau dans le caniveau, les gens pensent que c'est de l'eau potable, pas, voilà. Et en fait, aujourd'hui, n'importe quelle copropriété peut demander un raccordement au réseau d'eau non potable. Sauf qu'en fait, personne ne le sait, et puis il n'y a pas d'objet qui permet de redistribuer cette eau. En fait. Et on ne va pas mettre un robinet, enfin, on a déjà coupé dans les années 90 le raccordement à ce réseau, justement pour éviter des risques sanitaires. Donc, quel objet réintégrer, quel objet imaginer. Et donc là, on a travaillé sur une borne de nettoyage qui serait un peu l'outil du concierge pour nettoyer la cour par le fond, en fait. Il est composé de deux parties, donc on a un seau qui est tercé et une borne de nettoyage, borne en béton. Et on a développé une buse qui fonctionne un peu comme un clapet en retire-tour, mais qui est dérivé. Alors on est allé chercher, je ne sais pas si vous connaissez, dans les bars, ces machines avec un électroaimant qui permet de remplir des verres de bière par le fond en fait. Et nous, on ne pouvait pas le déplacer, enfin, faire un transfert direct parce que le problème c'est qu'on avait besoin d'électricité. Donc il fallait trouver un moyen de remplir un seau percé sans électricité. Enfin, bon, et on a réussi. Donc voilà, donc ça c'est un peu le truc qui fonctionnait. Et le troisième projet, donc, qui porte ici, lui, sur le rafraîchissement en fait, de l'espace public par le réseau d'eau non potable. Dans les études de la Pure, en fait, il était mentionné des études aussi au Japon, parce qu'en fait ils sont assez forts quand même les Japonais sur les dispositifs hydrauliques, où dans certaines villes, dans certains quartiers, on a des buses dans la voirie qui permettent de répandre en fait, de l'eau pour rafraîchir. Et sur le même principe, on a imaginé en fait, cette bouche de rafraîchissement. Là, on a travaillé avec Haute-Paris pour utiliser une borne d'arrosage et greffer sur cette sur cette bouche d'arrosage une grille et un receveur. Donc en fait, le scénario en fait, serait que les agents de propreté aujourd'hui qui ouvrent les vannes régulièrement pour faire s'écouler l'eau dans les caniveaux pourraient en période de forte chaleur, de canicule, utiliser la même clé, on passerait la clé dans cette grille,
l'eau, en fait, donc ça fonctionne par débordement, l'eau se répand sur cette surface qui est du quartz avec une résine et qui fait que le matériau est légèrement poreux et qui va comment dire, augmenter la surface de entre l'eau et l'air et donc participer au rafraîchissement, contribuer au rafraîchissement de l'espace public. Donc là, il avait été dimensionné aussi pour être un peu comme une grille, enfin, ça fait 1,50 m comme une grille pour les arbres, qui permettait d'être facilement produit en atelier, mais on peut imaginer évidemment une surface beaucoup plus importante en fonction du lieu et en fonction du cadre du projet. Bon, là, je vous ai mis quelques photos aussi de l'espace de présentation en fait, de ce projet. C'était en 2016, où j'avais aussi réalisé toute une fresque en fait, pour raconter le contexte en fait, de ce réseau et les usages possibles à imaginer. Ce projet, je me bats un peu pour faire en sorte qu'il existe et qu'il ait une réalité. C'est pas simple, mais on va dire que ça avance petit à petit. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que ces projets ont été développés, ça m'a permis aussi d'atteindre en fait, des commandes plus importantes. C'est ce dont je voulais vous parler juste en dernière partie. Ça, je vais passer. Ça va? Je vais détacher là. Un premier projet qui est une collaboration avec la ville de Saint-Galmier, la ville de Badois. C'était il y a maintenant un peu plus d'1 an. Où en fait la ville de Saint-Galmier, dans le cadre aussi d'une biennale, me propose en fait d'intervenir à différents niveaux. Et je décide en fait de travailler donc sur 3 choses. Donc, il y a une exposition sur le parcours de l'eau à Saint-Galmier, un dispositif de médiation sur le parcours de l'eau en fait, de Badois, et un atelier avec les agents en fait, de la ville. Alors si j'ai que 5 minutes, je vais aller directement au essentiel. La première chose en fait c'est à Saint-Galmier, on a en fait, comme dans plusieurs villes, mais là particulièrement étant donné qu'on a cette eau de Badois et toute une industrie, en fait, une économie en fait, qui tourne grâce à cette ressource, j'avais proposé en fait de faire une exposition en fait sur 5 acteurs de l'eau qui travaillent en fait ensemble à différentes étapes en fait, et qui travaillent pour la préservation de cette ressource. Donc, par le biais d'interviews, d'objets aussi assez remarquables de leur pratique. J'avais mis en scène en fait donc 5 métiers: biologistes, ingénieurs environnement, agriculteurs, hydrogéologues et les agents des espaces verts, en explicitant en fait les liens qui existaient entre ces acteurs et en explicitant aussi à destination des habitants finalement leur travail en fait au quotidien. Le deuxième projet, c'était un dispositif de médiation sur le parcours de l'eau. Finalement, quand on va à Saint-Galmier, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais on visite l'usine Badois, on voit que des tuyaux, et on voit pas l'eau en fait. Et donc, je m'étais dit, ce serait quand même intéressant de ramener en fait un élément qui dise que cette eau, elle vient du ciel, elle va mettre 30 000 ans pour arriver en fait jusque dans les bouteilles. Mais pendant ce temps, elle va passer par du granit pour se minéraliser et pour ensuite être retraitée et se transformer en eau gazeuse. Alors là, le dispositif est très simple. On invitait les gens à pomper l'eau et puis la faire rejaillir dans une bouteille. Voilà, un dispositif assez simple. On parlait de zéro phyto aussi tout à l'heure. Moi, j'avais voulu en fait aborder ce sujet avec les agents des espaces verts. Donc, ça avait donné lieu à un atelier. Parce qu'en fait, à Saint-Galmier, comme dans beaucoup de villes, on a cette législation qui est peu ou pas anticipée, enfin, l'intégration peu ou pas anticipée, et on a une transformation des pratiques en fait, des agents qui doivent se former à l'utilisation de nouvelles machines. Et on a aussi de l'autre côté les difficultés vis-à-vis des habitants qui ont été habitués à avoir des espaces verts tondus au cordeau, enfin voilà, et il faut un peu leur demander de changer un
peu leur regard finalement sur la gestion des espaces verts. Et donc avec les agents, on a essayé de trouver des moyens pour que eux racontent en fait leurs difficultés ou la manière dont finalement les pratiques nouvelles en fait pouvaient être traduites dans l'espace public. Donc je vais passer vite, mais c'était de dire finalement au cimetière comment faire comprendre aux gens qu'on ne va plus utiliser de produits phytosanitaires, et donc que l'image du cimetière va légèrement être modifiée, de même dans le bourg également. Je vais passer rapidement pour vous présenter un dernier projet qui était important. Je passe toujours sur le groupe, mais là. Le dernier projet, c'est je suis très contente en fait, puisque ces topics en fait, je vous l'ai répété à plusieurs reprises, l'objectif c'est pour moi quand même d'un moment d'aboutir à des projets pérennes. Et finalement, grâce à ça, il y a un bureau d'études qui m'a contacté pour répondre avec eux à la conception d'un miroir d'eau pour la ville de Rennes, qu'on a remporté. Donc c'est pour la place Saint-Germain, donc la LEM sera en 2020. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que sur la place Saint-Germain, on a un méandre en fait, de la Vilaine qui a été supprimé pour canaliser en fait, au XVIIIe siècle. Et donc en fait, l'enjeu c'était comment en fait raconter la présence de cette eau sous la place à travers un miroir d'eau qui s'est progressivement transformé en fontaine sèche, mais ça c'est aussi tous les échanges en fait, avec la mairie. Et donc pour vous montrer aussi que ces dispositifs-là peuvent trouver aussi un écho et un prolongement en fait, dans des commandes publiques. Voilà. Donc, je ne peux pas vous montrer le projet final parce qu'on est en train d'y travailler. Mais voilà. Finir sur une note. Voilà. Et pour finir, peut-être juste pour vous montrer un peu comment on cherche, en fait, comment aussi on fait des liens en fait, entre tous ces éléments-là, des éléments parfois plus sensibles, parce que je vous ai montré beaucoup de dessins, ou des éléments beaucoup plus techniques. Moi, en général, je fais des sortes de grands murs de recherche où je vais coller, où je vais dessiner en fait, des éléments plus sensibles, des références, des principes physiques, etc., etc. Je fais des liens entre ces différentes choses. Et puis, à un moment, il y a une bonne synthèse qui opère, et c'est sur ça en fait, que je vais m'appuyer pour le transformer en projet, et pour ensuite convaincre les clients ou les commanditaires de réaliser ces projets. Voilà, je vous remercie.